Chapitre 26. L'aube était claire, l'air frais et doux, tandis que 2000 guerriers Draenei attendaient l'assaut sur Khania. En dessous d'eux, les chamans nadirs se déplaçaient au milieu des rangs de leurs guerriers, aspergeant de sang de poulet et de mouton les lames qu'ils brandissaient devant eux. Puis les nadirs s'amassèrent, et un grand champ monta de milliers de gorges, grossissant peu à peu, jusqu'à ce qu'ils se mettent en marche. Ils portaient des échelles, des cordes à nœuds et des grappins en fer. Rek assistait à la scène depuis le centre de la ligne de défense. Il leva son aume et l'enfila, attachant la courroie sous le menton. À sa gauche, il y avait Serbitar, à sa droite, Menahem. Les autres membres des 30 étaient dispersés le long du mur. Le carnage commença. 3 assauts furent repoussés avant que les nadirs ne puissent enfin prendre pied sur les remparts. Mais ce ne fut pas pour longtemps. Une quarantaine de nadirs ouvrirent une brèche dans les défenses et se retrouvèrent nez à nez avec un fou en bronze et 2 fantômes d'argent qui distribuaient la mort à grands pas. On ne pouvait pas lutter contre ces hommes, et l'épée du diable de bronze traversait n'importe quelle armure ou bouclier. Des hommes moururent en hurlant sous les coups de la terrible lame, comme si leur âme prenait feu. Cette nuit-là, les capitaines nadirs firent leur rapport dans la tente d'Ulric, et ils ne parlèrent que de cette nouvelle force sur les remparts. Même le légendaire Drus avait l'air plus humain, pourtant les épées nadirs le faisaient rire, que cette machine destructrice et dorée. Nous avions l'impression d'être comme des chiens qu'on écarte du chemin avec un bâton, grommela un homme. Ou des enfants désarmés, repoussés par leurs aînés. Ulric fut troublé. Il leur fit remarquer à plusieurs reprises que ce n'était qu'un homme dans une armure de bronze pour leur remonter le moral. Mais une fois que les capitaines furent partis, il convoqua le vieux chaman Nostakan dans sa tente. Accroupi devant un brasero allumé, le vieil homme écouta son seigneur et acquiesça tout du long. Finalement, il le salua et ferma les yeux. Rek dormait, épuisé par la bataille et le chagrin. Le cauchemar survint lentement, l'enveloppant à la façon d'une fumée noire. Il rêvait les yeux ouverts. L'entrée d'une caverne lui apparut, sombre et effrayante. La peur en émanait telle une force tangible. Derrière lui, un précipice s'ouvrait jusque dans les entrailles de la terre, d'où montaient d'étranges sons, des gémissements et des cris. Dans sa main, pas d'épée, sur son corps, pas d'armure. Un bruit de glissement parvint du gouffre, et Rek se retourna pour voir en émerger un ver gigantesque, visqueux et putrescent. La puanteur le fit reculer. La bouche du ver était énorme et pouvait facilement engloutir un homme. À l'intérieur, il y avait 3 rangées de crocs, entre lesquels était coincé un bras humain. Rek recula jusqu'à l'entrée de la caverne, mais un sifflement attira son attention. Des ténèbres de la caverne surgit une araignée. Du poison coulait de ses mandibules. Dans sa bouche, un visage vert scintillait, et des lèvres de ce visage jaillirent des mots de commandement. À chaque mot, Rek se sentit de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'il ne puisse presque plus tenir debout. « Est-ce que tu vas rester planté là toute la journée ?» dit une voix. Rek se retourna et vit Virae à ses côtés, vêtue d'une robe blanche et flottante. Elle lui souriait. « Tu es revenu !» s'écria-t-il, et il s'élança vers elle. « Pas le temps pour ça, imbécile. Tiens, prends ton épée !» Elle tendit les bras vers lui, et l'épée d'Aegle se matérialisa dans ses mains. Une ombre s'insinua entre eux au moment où Rek saisit l'épée. Il fit volte-face et vit que le ver se dressait au-dessus d'eux. La lame pénétra profondément dans le cou de la créature, juste au moment où la bouche s'abattait sur le couple. Un sang vert coula à gros bouillons de la blessure. Rek frappa encore et encore, jusqu'à ce que la créature, presque coupée en deux, s'effondre dans le précipice. « L'araignée !»
hurla Virae, et de nouveau, Rek fit volte-face. La bête était sur lui, son énorme bouche à seulement quelques pas de lui. Rek lança son épée dans la mâchoire béante, et elle s'envola comme une flèche, tranchant le visage vert en deux, comme un vulgaire melon. L'araignée rua, s'agita dans les airs, et retomba sur le dos. Une brise se leva, et la créature se changea en une fumée noire qui se dissipa rapidement et disparut tout à fait. « Je suppose que tu serais resté sans rien faire si je n'étais pas intervenu » déclara Virae. « Je crois bien, » répondit Rek. « Espèce d'imbécile, dit-elle avec un sourire. Il voulut la prendre dans ses bras. « Est-ce que je peux te toucher » demanda-t-il. « C'est une drôle de requête de la part d'un mari. »« Tu ne disparaîtras pas. » Son sourire s'évanouit. « Pas encore, mon amour. » Ses bras l'écrasèrent contre lui, et des larmes ruisselèrent sur ses joues. « Je croyais t'avoir perdu pour toujours. Je croyais que je ne te reverrais jamais. » Un instant, ils ne dirent plus rien, demeurant simplement dans les bras l'un de l'autre. Puis, finalement, elle le repoussa gentiment. « Tu dois retourner là-bas, » dit-elle. « Retourner ? Où ça ? À Delnoch. On a besoin de toi. Mais moi, j'ai plus besoin de toi que de Delnoch. On ne peut pas rester ici, ensemble. Non, il n'y a pas d'ici. Cela n'existe pas. Seuls toi et moi sommes réels. Et maintenant, tu dois retourner là-bas. Mais je te reverrai, pas vrai ? Je t'aime, Rek. Je t'aimerai toujours. » Il se réveilla en sursaut, les yeux fixés sur les étoiles à travers la fenêtre. Il voyait toujours son visage, qui disparaissait progressivement dans le ciel de minuit. « Virae !» cria-t-il. « Virae !» La porte s'ouvrit et Serbitar courut jusqu'au lit. « Rek, vous êtes en train de rêver. Réveillez-vous !»« Je suis réveillé. Je l'ai vue. Elle est venue à moi dans un rêve et elle m'a sauvé. »« Très bien. Mais maintenant, elle est partie. Regardez-moi !» Rek plongea dans les yeux verts de Serbitar. Il y décela de l'inquiétude, mais elle disparut très vite et l'albinos sourit. « Vous allez bien ?» déclara Serbitar. « Racontez-moi votre rêve. » Serbitar l'interrogea sur le visage. Il voulut tous les détails possibles dont il pouvait se souvenir. Et à la fin, il eut un nouveau sourire. « Je pense que vous avez été la victime de Nostakan, » déclara-t-il. « Mais vous l'avez repoussé. Un exploit considérable, Rek. » Virae est venu me voir. Ce n'était pas un rêve ? Je ne crois pas. La source l'a libéré l'espace d'un instant. J'aimerais bien que ce soit vrai, franchement. Mais ça doit l'être. Avez-vous cherché votre épée ? Rek bondit hors du lit, en direction de la table où se trouvait son armure. L'épée avait disparu. « Comment est-ce possible ?» murmura Rek. Serbitar haussa les épaules. « Elle reviendra, n'ayez crainte. » Serbitar alluma les bougies et raviva le feu dans l'âtre. À peine avait-il fini qu'on frappait doucement à la porte. « Entrez !» cria Rek. Un jeune officier entra, portant l'épée des gueules. « Je suis désolé de vous déranger, monsieur, mais comme j'ai vu de la lumière, une sentinelle a trouvé votre épée sur les remparts de Kanya, alors je vous l'ai rapportée. Mais avant, je l'ai nettoyée, monsieur. »« Nettoyée ? Oui, monsieur. Elle était couverte de sang. C'est étrange, il était encore tout frais. »« Merci encore. » Rek se tourna vers Serbitar. « Je ne comprends rien. » Dans la tente d'Ulrich, les bougies clignotaient. Le seigneur de la guerre était assis, pétrifié. Il regardait fixement le corps décapité sur le sol devant lui. Cette vision le hantrait jusqu'à la fin de ses jours. Un instant plus tôt, le chaman était assis en transe devant les charbons ardents, et l'instant d'après, une ligne rouge était apparue sur son cou, et sa tête était tombée dans le feu.
Ulrich appela ses gardes et leur demanda de retirer le cadavre. Mais auparavant, il avait passé la lame de son épée sur le cou ensanglanté. « Il m'a contrarié !» dit-il aux gardes. Le chef Nadir quitta sa tente et marcha sous les étoiles. D'abord la légende, puis les guerriers d'argent. Maintenant, un diable de bronze dont la magie était supérieure à celle de Nostakhan. Pourquoi sentait-il un frisson courir sur son âme? Drosdelnock n'était qu'une forteresse de plus. N'avait-il pas déjà conquis une centaine d'entre elles? Une fois qu'il aurait franchi les portes de Delnock, l'empire Draenei serait à lui. Comment pouvait-il lui résister? La réponse était simple. Il ne pouvait pas. Un homme ou un diable, même en bronze, ne pouvait arrêter les tribus Nadir. Mais quelles autres surprises lui réservait cette drosse? Se demanda-t-il. Il leva les yeux vers les hauts murs de Khania. « Tu vas tomber !» cria-t-il. Sa voix résonna à travers la vallée. « Je vais te détruire !» Dans les lueurs spectrales précédant l'aube, Gilad sortit de la cantine du mess avec un bol de bouillon chaud et un quignon de pain noir croustillant. Lentement, il se faufila au milieu des rangées d'hommes alignés devant le mur, jusqu'à son poste, au-dessus du tunnel de poterne désormais fermé. Togi était assis là, recroquevillé, le dos voûté contre la paroi. Il fit un signe de tête à Gilad, comme celui-ci s'asseyait à ses côtés. Puis il cracha sur sa pierre à aiguiser et se remit à affûter son grand sabre de cavalerie. « On dirait qu'il va pleuvoir, » dit Gilad. « Oui, ça va les ralentir dans leur progression. » Togi n'entamait jamais les conversations, mais il trouvait toujours quelque chose que personne n'avait pensé à dire. Leur amitié était étrange. Togi, un cavalier noir taciturne de 15 ans de carrière, et Gilad, un fermier volontaire des plaines de Sentran. Gilad ne se souvenait plus très bien comment ils s'étaient liés, parce que le visage de Togi était plutôt banal. Il s'était juste rendu compte progressivement de sa présence. À présent, les hommes de la Légion avaient été dispersés le long du mur, et associés à d'autres groupes. Personne n'avait expliqué pourquoi, mais pour Gilad c'était évident. Il constituait une élite guerrière, et renforçait les défenses à la façon d'un acier vivant, ou qu'on les cantonne. Togi était un guerrier vicieux qui se battait en silence. Pas de hurlements ni de cris de guerre, rien qu'une impitoyable économie de mouvement et une véritable maîtrise qui lui permettait de terrasser les nadirs ou de les démembrer. Togi ne connaissait même pas son propre âge. Il savait seulement qu'à l'adolescence, il s'était engagé dans les cavaliers noirs comme palefrenier. Plus tard, au cours des guerres Satuli, il avait gagné sa cape noire. Il y avait des années de cela, il avait été marié, mais sa femme l'avait quitté en emmenant leur fils. Il n'avait aucune idée de l'endroit où elle était partie, et il disait s'en moquer. Il n'avait pas beaucoup d'amis à qui parler, et se moquait ouvertement de l'autorité. Une fois, Gilad lui avait demandé ce qu'il pensait des officiers de la Légion. « Ils se battent aussi bien que nous, » avait-il répondu. « Mais c'est la seule chose que nous ferons jamais ensemble. »« Comment ça ?» avait interrogé Gilad. « Les nobles. Tu peux te battre ou mourir pour eux, mais tu ne seras jamais l'un d'entre eux. Pour eux, nous n'existons pas en tant que personne. »« Drus est accepté ?» avait fait remarquer Gilad. « Oui, et par moi aussi !» avait rétorqué Togi, un éclat féroce dans ses yeux sombres. « Celui-là, c'est un homme, mais ça ne change rien. Regarde les hommes d'argent qui se battent sous les ordres de l'albinos. Aucun d'entre eux n'est originaire d'un petit village. Et c'est le fils d'un comte qui est à leur tête. Rien que des nobles. Alors pourquoi te bats-tu pour eux si tu les détestes tant? Les détester? Je ne les déteste pas. Ainsi va la vie. Je ne déteste personne et personne ne me déteste. Nous nous comprenons bien, c'est tout. Pour moi, les officiers sont comme les nadirs. Ils sont d'une autre espèce. Et si je me bats, c'est parce que c'est mon métier. Je suis un soldat. Est-ce que tu as toujours voulu être un soldat? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Gilad avait écarté les bras. Ce que tu voulais? J'aurais voulu être un roi. Quel genre de roi? Un tyran sanguinaire, avait répondu Togi. Il avait fait un clin d'œil, mais sans sourire pour autant. Il souriait rarement, et quand ça lui arrivait, c'était autour des yeux qu'on le voyait, par un léger clignement rapide. La veille, quand le comte de bronze avait fait son entrée dramatique sur les murs,
Djilad avait donné un coup de coude à Togi. « Nouvelle armure, elle lui va bien !» avait déclaré le cavalier. « Elle a l'air ancienne !» avait répondu Djilad. Togi n'avait fait que hausser les épaules. « Du moment qu'elle remplit son office !» Ce jour-là, le sabre de Togi s'était brisé à 15 centimètres au-dessus de la garde. Il s'était jeté sur le nadir de tête et lui avait enfoncé la lame cassée dans le cou. Puis il lui avait dérobé son épée courte et avait férocement roué de coups tout ce qui passait autour de lui. Sa vitesse d'exécution et ses vifs mouvements impressionnaient Djilad. Plus tard, durant une pause entre les assauts, il avait récupéré un deuxième sabre sur le cadavre d'un soldat. « Tu te bats bien » avait dit Djilad. « Je suis en vie » avait répondu Togi. « C'est la même chose. Sur ces murs, oui, même si des hommes doués sont tombés. Mais c'est aussi une question de chance. Les gens moins doués ou maladroits n'ont pas besoin de malchance pour être tués. Et même la chance ne pourrait pas les protéger longtemps. » À présent, Togi avait rangé sa pierre à aiguiser dans son étui et astiqué la lame courbe avec un tissu imbibé d'huile. L'acier avait des éclats blancs et bleus dans la lumière matinale. Un peu plus loin sur la ligne, Drus parlait avec des guerriers, leur remontant le moral avec des blagues. Il se fraya un chemin jusqu'à eux. Djilad se releva, mais Togi resta assis. Drus, la barbe blanche agitée par le vent, s'arrêta et s'adressa tranquillement à Djilad. « Je suis heureux que tu sois resté, » dit-il. « Je n'avais nulle part où aller, » répondit Djilad. « Non, peu d'hommes se rendent compte de ça, » déclara le vieux guerrier. Il baissa les yeux vers le cavalier accroupi. « Je vois que tu es là, Togi, espèce de jeune chiot. Tu es donc toujours en vie? Jusqu'ici, » répondit-il en levant les yeux. « Continue comme ça, » dit Drus, et il continua son chemin. « C'est un grand homme, » déclara Togi. « Un homme pour lequel on peut mourir. » « Tu le connaissais avant ?»« Oui. » Togi ne voulut pas en dire plus, et Djilad était sur le point de le forcer à parler quand un son a glacé le sang, le chant de guerre nadir, annonça l'aube d'une nouvelle journée sanglante. Sous les murs, parmi les nadirs, se trouvait un géant, du nom de Nogusha. Cela faisait 10 ans qu'il était le champion d'Ulric, et il avait été envoyé dans la première vague d'assaut, entouré par une vingtaine de gardes du corps, des guerriers de la tribu des têtes de loup. Leur tâche était de le protéger, jusqu'à ce qu'il affronte et tue Marchemort. Il avait une épée d'1 mètre de long, large de 15 centimètres, attachée dans le dos. De chaque côté de sa taille, 2 dagues étaient glissées dans de minces fourreaux. Avec un peu plus d'1,80 m, Nogusha était le plus grand guerrier nadir, et le plus dangereux, le survivant de plus de 300 duels. La horde atteignit les murs. Les cordes sifflèrent par-dessus les remparts, et des échelles raclèrent la pierre grise. Nogusha aboyait des ordres aux hommes qui l'entouraient, et 3 d'entre eux montèrent devant lui, tandis que les autres grouillaient derrière. Les corps de 2 de ses prédécesseurs tombèrent à pic sur les rochers en dessous, mais le 3e réussit à dégager un espace pour Nogusha, avant d'être taillé en pièces. Tandis que Nogusha s'agrippait au rempart d'une main de fer, son épée jaillit dans les airs, et de chaque côté, ses gardes du corps prirent position. L'énorme épée se tailla un passage, permettant au groupe de réaliser une percée en direction de Drus, situé à une vingtaine de pas. Bien que les Draenei se fussent rapprochés derrière les guerriers de Nogusha, bloquant ainsi le mur, personne n'arrivait à approcher le géant. Les hommes mouraient sous les coups de son épée large. De chaque côté, ses gardes du corps commençaient à perdre du terrain. Un par un, ils tombèrent, jusqu'à ce que Nogusha fût le seul encore debout. À cet instant précis, il se trouvait à portée de Drus, qui se retourna et le vit. Il se battait seul et allait bientôt succomber. Leurs regards se croisèrent, et ils se comprirent aussitôt. C'était un homme que Drus aurait eu du mal à ne pas reconnaître. Nogusha, l'exécuteur d'Ulric. Un homme dont les exploits nourrissaient de nouvelles légendes nadirs. Un double de Drus, pas moins. Plus jeune et bien vivant. Le vieil homme sauta en souplesse des remparts sur l'herbe, où il attendit. Il ne fit aucun geste pour arrêter les attaques sur le guerrier nadir.
Quand Nogusha vit que Drus restait immobile, il se tailla un nouveau chemin et fit un bond pour s'extirper de la mêlée. Plusieurs guerriers Draenei voulurent le poursuivre, mais Drus, d'un geste de la main, leur intima de s'éloigner. « Heureuse rencontre, Nogusha !» déclara le vieil homme. « Heureuse rencontre, Marchemort. Tu ne vivras pas assez pour remporter la récompense d'Ulric, dit Drus. Il n'y a pas de retour possible. Tous les hommes meurent un jour. En cet instant, je suis aussi près du paradis que je pouvais le souhaiter. Toute ma vie, tu as été devant moi, faisant de l'ombre à tous mes exploits. » Drus acquiesça solennellement. « Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi. » Nogusha attaqua à la vitesse de l'éclair. Drus dévia l'épée, rentra au contact, et lui envoya un direct du gauche d'une violence inouïe. Nogusha tituba, mais récupéra très vite ses esprits. Il bloqua la hache de Drus qui s'abattait sur lui. La bataille qui s'ensuivit fut brève et sournoise. Quel que soit leur niveau, le combat entre un homme muni d'une épée et un autre muni d'une hache ne peut pas s'éterniser. Nogusha fit une feinte à gauche et fit passer son épée sous la garde de Drus. Sans prendre le temps de réfléchir, Drus se jeta sous la lame qui décrivait un arc et percuta Nogusha d'un coup d'épaule en plein ventre. Tandis que le sauvage était projeté en arrière, son épée lacéra le revers du gilet de Drus et lui taillada la chair dans le haut du dos. Le vieil homme ignora la douleur soudaine et se jeta à terre sur le corps du Nadir. Sa main gauche saisit le poignet droit de son adversaire, et Nogusha fit de même. La lutte était devenue titanesque, car chacun essayait de faire lâcher prise à l'autre. Leurs forces étaient quasiment identiques, car même si Drus avait l'avantage de se trouver au-dessus du guerrier allongé, et donc en position d'utiliser son poids pour le clouer au sol, Nogusha était plus jeune que lui, et la blessure de Drus était profonde. Le sang suintait le long de son dos, la tache s'élargissant au-dessus de son épaisse ceinture de cuir. « Tu ne tiendras pas contre moi !» siffla Nogusha entre ses dents serrées. Drus, le visage violacé, ne répondit pas. L'homme avait raison. Il sentait ses forces décliner. Le bras droit de Nogusha commença à remonter, et la lame de son épée étincela dans le petit jour. Le bras gauche de Drus tremblait sous l'effort et menaçait de lâcher à tout moment. Tout à coup, le vieil homme releva la tête et l'écrasa brutalement contre le visage impuissant de Nogusha. Le nez du Nadir explosa sous l'impact de l'armature en argent du aume de Drus. 3 fois de suite, Drus infligea un tel coup de tête, et Nogusha fut pris de panique. Il avait déjà le nez et une pommette complètement écrasés. Il se tortilla, relâcha le bras de Drus, et lui donna un grand coup de poing au menton. Mais cela ne suffit pas à stopper Drus, qui lui planta Snaga dans le cou. Du sang gicla de la blessure, et Nogusha arrêta de se battre. Ses yeux contemplèrent ceux du vieil homme, et aucune parole ne fut échangée. Drus n'avait plus de souffle, et Nogusha plus de corde vocale. Le Nadir tourna son regard vers le ciel, et mourut. Lentement, Drus se releva. Puis, agrippant Nogusha par les pieds, il le tira jusqu'aux petites marches qui menaient au rempart. Entre-temps, les Nadirs avaient été repoussés et se préparaient à un nouvel assaut. Drus appela 2 hommes et leur demanda de porter le corps de Nogusha, puis il grimpa sur les remparts. « Tenez-moi par les jambes, mais ne vous faites pas voir !» souffla Drus aux 2 soldats derrière lui. Au vu des Nadirs massés en dessous, il souleva Nogusha dans une terrible étreinte, le tenant par le cou et l'aine, et, dans un effort colossal, il brandit son cadavre au-dessus de sa tête. Avec un soupir suivi d'un hurlement, il fit basculer le corps par-dessus le mur. Si les hommes n'avaient pas été là pour le soutenir, il serait tombé lui aussi. Ils l'aidèrent à redescendre, l'angoisse se lisant sur leur visage. « Emmenez-moi à l'hôpital, avant que je ne perde tout mon sang, » murmura-t-il.